Merci beaucoup, merci à tous les organisateurs de m'avoir invité. Et après le discours de Monsieur le Président de l'Université, je me dis que je n'ai pas intérêt à rater mes 8 secondes. Alors je vais mettre mon chrono et je vais croiser les doigts. Voilà. Alors, je me présente rapidement parce que mon nom a été évoqué déjà plusieurs fois. Je m'appelle Marie Soulier. Je suis professeure de français dans un collège, dans le Sud. Alors, pour moi, c'est le Sud. Hein, c'est le Sud de la France, les Pyrénées-Atlantiques. Et je suis venue, alors je vais vous parler de mon expérience de classe inversée. Alors, je vais tout de suite peut-être vous décevoir. Tant pis pour les 8 secondes. Mais je ne suis pas une théoricienne. Hein, je suis une praticienne. Donc, j'enseigne dans ce collège depuis 8 ans. Et maintenant, depuis donc 8 ans, je pratique cette classe inversée. Alors, le projet aujourd'hui, c'est de vous amener au cœur de ma classe. Alors évidemment, on entend beaucoup parler de capsules, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller avec vous observer ce qui se passe véritablement dans une classe inversée. Parce que la capsule, c'est souvent ce que je nomme la partie visible de l'iceberg. Elle est très médiatisée d'ailleurs, on parle souvent de leçons à la maison et ensuite des cours, des exercices en classe. Vous allez voir que ce n'est pas tout à fait mon approche. Et donc je voulais vraiment vous amener au cœur de ma classe. Alors on verra, il y a des vidéos que je commenterai et surtout je vais détailler absolument tout le protocole, c'est-à-dire toutes les étapes qui mènent de la capsule jusqu'à la production finale que je nomme chef-d'œuvre. Voilà. C'est donc le projet que je dois relever en 45 minutes. Donc j'ai passé les 8 secondes, j'espère que vous êtes toujours là, bien cachés parfois derrière vos écrans, mais on va essayer de partager ensemble ce moment que j'espère agréable. Alors, d'abord, je vais vous faire une confidence. Je n'ai pas du tout choisi la classe inversée. Elle m'est tombée dessus vraiment par hasard. Je ne suis pas quelqu'un qui a une grosse pratique du numérique, je n'ai pas été formée à ça. Moi, je suis de l'école de l'IUFM, j'ai un âge avancé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 8 ans, j'ai suivi mon mari lors d'une mutation et je suis arrivée dans un collège où j'ai pratiqué ce que je savais faire, c'est-à-dire le cours dialogué. Sauf que là, dans cet établissement, je me suis rendu compte, c'était la première fois de ma carrière, où ce cours-là n'était pas du tout adapté au public que j'avais. Ça s'est manifesté vraiment, d'abord de manière très douloureuse. J'étais en échec. J'avais face à moi des élèves, alors j'avais 2 problématiques à résoudre. D'abord, le présentiel. Des élèves qui n'écoutaient pas, ou alors quand ils écoutaient, bon, c'était que quelques-uns qui participaient. Et ensuite, deuxième problématique que je partageais avec mes collègues, c'était le problème des devoirs à la maison. Voilà. Les devoirs à la maison, dans l'établissement que je découvrais, quand je donnais les exercices, il fallait à peu près que je commence le cours à compter le nombre d'élèves qui n'avaient pas fait le travail. Ça, c'était ma réalité. Dans l'établissement, on avait même des consignes précises, il fallait noter le nombre d'élèves qui n'avaient pas fait les exercices. Et à partir de là, on nous déchargeait de cette responsabilité, mais il ne se passait pas vraiment grand-chose derrière. Donc la réalité, c'était ça. Donc j'ai rapidement compris qu'il fallait absolument que je modifie quelque chose. Alors 2 solutions se présentaient à moi. Soit je changeais d'établissement, mais ça, ce n'était pas possible, parce que je venais d'y arriver, et vous connaissez la problématique des mutations. Ou alors, il fallait que je modifie quelque chose. Mais je ne savais absolument pas quoi. Je n'avais jamais entendu parler de classe inversée il y a 8 ans. On en parlait très peu. Et donc, j'ai commencé à faire un petit peu de l'auto-formation. Je suis allée un petit peu sur Internet. Et par hasard, j'ai découvert un site d'une collègue qui maintenant est devenue une amie, qui s'appelle Annick Carter, et qui enseignait les mathématiques au Québec. Et elle, je voyais des vidéos, et surtout ce qui m'intéressait, c'était l'animation qu'elle mettait dans son cours de mathématiques. Donc j'ai pris contact avec elle, et là j'ai commencé à m'intéresser à la classe inversée. Mais très vite, j'ai compris que dans le contexte dans lequel j'enseignais, avec la problématique que j'avais, c'est-à-dire des élèves qui ne faisaient pas le travail, il était hors de question que je propose des capsules leçons.
parce que sans ça, je ne ferais que amplifier la problématique que j'avais et j'aurais encore plus créé des inégalités avec des enfants qui sont accompagnés et d'autres pas du tout, d'autres qui ont le numérique, d'autres pas du tout. Donc il fallait absolument que je fasse quelque chose d'un peu différent que ces capsules leçons que l'on voyait à l'époque et qu'on voit encore fleurir sur Internet. Alors c'est pour ça que dans ma pratique, j'ai été accompagnée, et notamment par la personne qui, je cite derrière moi, qui s'appelle Catherine Bizot-Becchetti, qui est inspectrice générale des lettres, et qui a beaucoup travaillé, et qui m'a aussi beaucoup accompagnée dans cette démarche. Elle a écrit d'ailleurs un rapport sur la forme scolaire, où elle mentionne entre autres la classe inversée, et elle dit que c'est une variété de pratiques. Et ce qui est intéressant dans son approche, c'est qu'elle précise que ce n'est pas un modèle. Et ça, c'est ce que je voudrais que vous faire passer comme message. Il n'y a pas un modèle unique en classe inversée, vous allez le voir, vous allez en découvrir un nouveau peut-être aujourd'hui. Ce n'est pas un modèle duplicable. Je pense que c'est un modèle adaptable. Voilà. Il y a quand même quelque chose d'intéressant dans toutes ces classes inversées, c'est cette mise en activité, monsieur le recteur en a parlé, cette mise en activité essentielle aujourd'hui. Ça, c'est le dénominateur commun de toutes les classes inversées. Après, évidemment, tout dépend du contexte. On ne peut pas comme ça prendre un modèle et se dire, bon, c'est bon, demain, je fais de la classe inversée comme Marie Soulier. Ça, ce n'est pas possible. Il y aura certainement dans ma présentation des choses qui vont vous interpeller, des éléments qui seront adaptables et d'autres pas du tout. Et c'est comme ça que j'ai procédé. Évidemment, j'ai essayé de faire évoluer au fur et à mesure et je continue de faire évoluer cette pratique. Mais ce qui est important, c'est vraiment la mise en activité des enfants dans la classe. Alors, où se trouve l'inversion, me direz-vous? Je la schématise par ce petit dessin. Pour moi, l'inversion dans ma classe inversée, elle se situe au niveau des tâches. C'est une bascule au niveau des tâches, c'est-à-dire optimiser le temps présentiel en mettant les tâches complexes en avant dans cette rencontre avec les élèves. Alors, monsieur le recteur parlait de face à face. Aujourd'hui, et Vincent en parlera évidemment cet après-midi, on parle plutôt d'approche du côte à côte. Voilà, c'est un peu plus symbolique, ça veut dire qu'effectivement, on va déstructurer cet espace qui était dédié à l'enseignant, cet espace scénique que j'occupe là actuellement, et qui est évidemment pas du tout ma pratique quotidienne. On va déstructurer ça, et on va rendre donc ces tâches complexes au moment où l'enseignant est là. Par contre, ça ne veut pas dire qu'à la maison, on ne fera rien. À la maison, on va décaler les tâches simples. Et notamment, une tâche que j'ai en premier décalée, c'est la partie recopie la leçon. Alors, recopie la leçon, bon, je simplifie bien sûr, mais vous comprenez, vous êtes enseignant en premier et second degré. Il y a des moments, effectivement, dans un temps de cours, où l'enseignant va dire, bon, maintenant on fait le point, vous ouvrez les cahiers, et on va... alors, soit on dicte, soit on projette, peu importe, mais il va y avoir un moment où les élèves vont recopier. Et ce temps-là, vous le savez, parfois, ça peut être très long. Et sur une séquence de 50 minutes, pour avoir chronométré au cours de l'évaluation que j'ai faite de mon dispositif, je me suis rendu compte que quelquefois, ça pouvait aller jusqu'à 20 minutes. Parce qu'on attend toujours le dernier, forcément. On ne va pas dire, bon, ben, tant pis, tu recopieras prochainement. Ça, ce n'est pas possible. Donc ce temps-là, je me suis dit, ben, pourquoi pas le déporter? Et pourquoi pas, du coup, gagner du temps à faire autre chose? Donc voilà, en gros, l'inversion se situe à la bascule de ces tâches simples et complexes. Alors, bien sûr, vous connaissez le théoricien actuel, Marcel Lebrun, qui a beaucoup travaillé sur les classes inversées. Lui, il parle de sens, de retrouver du sens à la présence. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime bien parler de pédagogie, alors avec un petit peu un jeu de mots, mais pédagogie du bon sens, c'est-à-dire essayer de effectivement rééquilibrer un petit peu les choses. Donc, Marcel a classé ces classes, a essayé de trouver des typologies.
Et je vous invite, si vous vous intéressez à la question, d'aller voir un petit peu ses travaux. Alors voici mon protocole, le protocole qui est aujourd'hui d'actualité, hein, il est souvent repensé. Mon protocole donc, se situe de la capsule au chef-d'œuvre. En gros, ce que vous voyez derrière moi, ça représente 1h30 à 2 heures. D'accord? Donc ça veut dire que le chef-d'œuvre, qui est tout au bout, hein, en haut, la production finale, elle peut être déportée. Alors avant, j'avais l'habitude de la déporter sur le cours suivant. Maintenant, je prends l'habitude, en suivant un petit peu aussi les travaux, les recherches qui se font dans le domaine des neurosciences, où on nous dit c'est pas mal de revenir plus tard hein, sur certaines notions, hein, ce que disait monsieur le recteur tout à l'heure. Et donc, du coup, j'ai tendance à vouloir repousser un petit peu dans la semaine, parfois même la semaine d'après, revenir sur ce chef-d'œuvre. Alors, le protocole, je vais vous le détailler et nous allons donc maintenant rentrer dans le cœur de l'action. Alors, tout commence avec une mise en bouche, avec une capsule, pardon. Et dans ces capsules, on voit aujourd'hui 2 écoles. La première, c'est la capsule, on va dire, découverte. C'est la capsule où le professeur va voir un certain nombre de notions. Alors, certains se filment, d'autres font des petites vidéos pédagogiques. Ce n'est pas du tout mon approche. Moi, je suis sur des capsules que j'ai nommées mises en bouche. Alors, vous allez voir, je vais filer la métaphore de la gastronomie. Hein, c'est un petit peu mon péché gourmand, vous l'avez compris. Et donc, la mise en bouche, pour moi, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire une mise en appétit. L'idée, c'est de donner une petite vidéo, ou pas, parce qu'on parlera aussi de classes inversées qui peuvent se faire sans le numérique. Et je vais vous montrer, d'ailleurs, dans mon parcours, quand j'ai commencé, je n'avais pas de numérique. Quand j'ai commencé il y a 8 ans, j'avais un vidéoprojecteur dans la salle. Et les élèves n'étaient pas du tout équipés. Donc, la capsule, la fameuse capsule, qui peut être numérique ou pas, eh bien, c'est une capsule de mise en appétit. Ça va être très court, 1 minute 30, parce qu'évidemment, il ne faut pas multiplier non plus le temps de présence des enfants sur des écrans. Ce n'est pas du tout le but, surtout quand ça se multiplie dans un établissement. Aujourd'hui, dans mon établissement, on est 4 à pratiquer. Donc, il ne faut pas faire des capsules de 10 minutes, sinon vous imaginez bien, le soir, les élèves vont passer 1h30 sur des capsules. Ça n'a aucun intérêt, évidemment. Donc, 1 minute 30, ça c'est ce que je me fixe comme limite. Et pas de difficulté. Rappelez-vous, tâche simple à la maison. Donc, la capsule, il faut absolument qu'elle ne mette pas les élèves dans une surcharge cognitive. La capsule, elle est là pour donner à voir. Point. C'est tout. Et pour préparer le cours du lendemain. Alors, je ne vais pas vous décrire tout ça. Le mieux, c'est que vous ayez 2 exemples. Un exemple, donc, en écriture, une capsule qui va lancer un travail d'écriture le lendemain. Et puis ensuite, un exemple en langue. D'ailleurs, capsule que l'on verra ensuite décliner un petit peu plus tard dans les autres phases. En fait, l'idée de cette capsule, c'est ce que dit Mérieux, en fait, c'est de susciter le désir de savoir. Ça paraît évident, mais c'est vrai que tout à l'heure, on parlait des 8 secondes, mais le désir de savoir, la mise en appétit, c'est quand même important. Quand on y arrive, c'est quand même important. Donc, l'idée, c'est de faire venir les enfants avec déjà des questions. Que les élèves viennent en classe avec des questions. Et le but, ce n'est pas de leur donner les réponses, mais en classe, vous le verrez, c'est de mettre les élèves dans des situations dans lesquelles ils seront amenés à trouver eux-mêmes les réponses à leurs questions. Alors voici donc 2 exemples.
Voilà, la mise en appétit. J'espère que ça vous a mis en appétit aussi pour voir la suite. Alors, donc, pas un protocole, hein, c'est clair. Je me raccroche toujours à ce qu'on appelle des rituels. Pas de voix, j'évite. J'évite parce que ça ne sert à rien de lire ce qui est déjà écrit. Ça permet aux enfants vraiment de se focaliser sur ce qui est écrit. Très peu d'illustrations, sauf pour la première, évidemment, parce qu'on va se servir de ces objets. Et surtout, comme vous l'avez compris, pas de recherche de compréhension. On est juste sur une phase d'observation. Tout ceci n'est pas nouveau, bien sûr. Moi, quand j'ai appris, quand je suis rentrée dans le métier, on me parlait de démarche inductive. La démarche inductive, c'était justement de faire découvrir les choses aux enfants. Et donc, c'est ça qui était intéressant, de reprendre cette approche dans ces capsules-là. Donc, pas de leçons. Voilà quelques échantillons. Alors, quand on n'a pas de numérique, me direz-vous, c'est un peu votre cas, dans certains collèges, je le sais, comment faire? Comment faire pour que les enfants puissent avoir accès tout de même à cette mise en bouche? Alors, la solution, c'est souvent ce que je rencontre. Dans mon établissement, on accueille à peu près un tiers des enfants sont issus de la communauté des gens du voyage. Donc, ce sont des enfants sédentarisés qui vivent dans les caravanes. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de téléphone, hein. Quelquefois, ils ont des super téléphones, mais culturellement, il faut le savoir, il faut faire avec. Ce n'est pas un outil qu'on utilise pour la chose scolaire. Voilà, ça, il faut le savoir. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, ça m'arrive de prendre donc la capsule, et voyez-vous, finalement, de la mettre en PDF sous forme de storyboard. Éléments textuels, éléments visuels, c'est exactement ce que vous avez vu tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, elle sera sous format papier. Seule la petite musique manque, mais elle n'est évidemment pas du tout indispensable. Donc, on peut tout à fait faire des mises en bouche de manière non numérique. On peut aussi aménager le temps de présence de la capsule, parce que ce que je ne vous ai pas dit, parce que je ne vous dis pas tout d'un coup, hein, j'aménage un peu de suspense, c'est que la capsule, figurez-vous, elle n'est pas obligatoire. Alors ça a été très douloureux pour moi d'accepter, de décider que cette capsule ne serait pas obligatoire. Alors vous comprenez pourquoi? Parce que ma problématique, vous vous en rappelez, j'imagine, tout à l'heure, je vous ai dit, les élèves ne faisaient pas les exercices. Donc je me suis dit, si je leur donne une capsule, ou si je leur donne un PDF comme ici, est-ce que je ne vais pas finalement retomber dans les mêmes travers? C'est pour ça que j'ai eu l'audace de leur dire, dès le premier jour, je vais vous donner quelque chose à faire à la maison, mais ce n'est pas obligatoire. Et ce ne sont pas des exercices. Ils m'ont regardé comme ça avec des grands yeux. Et puis, j'ai laissé faire. Première semaine, échec total. Personne n'avait regardé la capsule. Parce qu'évidemment, vous allez le voir, je joins à la capsule un tout petit questionnaire qui me permet de voir qui l'a vu. J'ai rien dit, j'ai laissé faire. Et puis, petit à petit, les élèves ont commencé à la regarder. Parce qu'en fait, ce qui s'est produit, c'est que la première semaine, il n'y en avait que quelques-uns qui l'avaient regardé, et je les ai mis tout de suite en activité. Les autres, je leur ai dit, bah, écoutez, voilà, je vous mets la capsule, et les autres vont commencer, puis vous la regardez. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a rien de plus frustrant chez un ado que d'arriver en cours de discussion. Ça, c'est un paramètre que je n'avais pas envisagé. Donc, la capsule, petit à petit, elle a été vue. Et maintenant, c'est régulier. Alors, soit sous cette forme-là, soit sous format vidéo. Et puis, nous avons mis en place, dans le cadre de devoirs faits, dans mon établissement, on a mis en place un bar. Alors, un bar, je vous rassure, hein, bureau d'aide à la rescousse. Hein. Ça veut dire que nous, dans Devoirs faits, les élèves, je ne sais pas si c'est votre cas, mais de 17 à 18, les élèves ne restent pas. Hein, les élèves prennent un transport, ils rentrent chez eux. Donc, on a beaucoup de difficultés à mettre des devoirs faits le soir. Donc, on a des dispositifs entre midi et 2, et on a créé ce petit dispositif, bar.
C'est la mise à disposition dans une salle de classe d'un adulte, alors souvent un professeur, et les élèves viennent sans être inscrits. C'est-à-dire, c'est ouvert, voilà. Ils viennent pour 5 minutes, pour 10 minutes, pour 1 minute 30, le temps de voir la capsule. Et ensuite, ils repartent. Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'élèves qui fréquentent le bar. On a fait des stats, le chef d'établissement a fait des stats, et c'est impressionnant. On a à peu près les 3/4 des élèves qui sont passés au moins 3 fois au bar. Donc, c'est un dispositif suffisamment souple qui fonctionne, et je me suis emparée évidemment de ce dispositif pour que les jeunes aussi puissent aller voir les capsules lors de ces séances de bar. Alors, je vous ai dit, je joins à la capsule un questionnaire, mais évidemment, l'idée, c'est de rester toujours sur cette ligne de conduite que je me suis fixée, pas de tâches complexes à la maison. Donc, le questionnaire est très simple. Ton nom, de quoi parle la capsule? Et vous allez voir, la question est très importante pour la phase suivante. Et des questions. Alors, la dernière, c'est une question subsidiaire. Les élèves s'en emparent, effectivement, s'ils ont vu quelque chose dans la capsule qui les chagrine. Quand il y a beaucoup de questions, c'est que j'ai raté ma capsule. Puisque l'idée, c'est que la capsule ne leur pose pas de problème. S'il y a des questions, ça veut dire que dedans, j'ai mis un prérequis. Et du coup, quelques élèves n'avaient pas ce prérequis. Je vous donne un exemple. La dernière fois, c'était en classe de 6e, sur une capsule sur les accords. J'avais mis dans la capsule le nom. Et une petite m'a dit, Madame, c'est quoi un nom? Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Je reçois ces questionnaires. Alors, ça peut être des questionnaires aussi papier, qu'on peut donner à l'entrée, comme un ticket d'entrée dans le cours. Et les élèves, quand je vois les questions, je les attends dans un îlot. Alors, j'ai mis en place, dans les salles que j'occupe, 2 tables, un peu à part, que j'ai appelé l'îlot des curieux. Et là, les élèves qui ont des questions vont venir se positionner dans cet îlot. Et dans cet îlot, je les attends. Et ça change tout. L'élève n'a pas besoin de poser la question. Il sait que je suis au courant. Et il sait aussi que j'ai travaillé pour lui. Alors, je n'ai pas la prétention de tout résoudre. Cet îlot des curieux, ça dure 10 minutes, 5-10 minutes. Et c'est pourtant très important parce que ça me permet de faire de l'accompagnement personnalisé un peu tous les jours. Quand l'élève n'a pas compris, je lui donne rendez-vous le lendemain et du coup, ça crée un rituel à nouveau qui est intéressant. Alors, la capsule, je vous ai dit, elle peut prendre d'autres formes. Là, actuellement, c'est le chantier que j'ai entrepris cette année, que je viens à peine de terminer. Je voulais absolument utiliser la chanson française pour travailler sur les notions grammaticales. Et donc, j'ai mis, j'ai pas mis en musique, non, j'ai cherché des musiques qui étaient adaptées et j'ai mis ainsi la grammaire en chanson, ça représente 6 tomes, 86 notions. 86 notions, ce qui représente les 86 notions qui sont enseignées en cycle 3 et cycle 4. Donc, en fait, on clique sur la pochette, on a accès à la chanson, bien sûr, au texte. Le texte, j'ai fait un texte à trous, j'ai enlevé la notion, et les élèves commencent à découvrir donc la notion en reconstituant ainsi et en essayant de trouver des chansons, évidemment, du patrimoine. Voilà. Je n'ai pas été toute seule, je suis très, très active sur Twitter et j'ai été aidée par pas mal de collègues qui m'ont aidée à trouver des chansons, des enseignants ou pas d'ailleurs, et je les en remercie ici pour avoir fait ce travail. Alors maintenant, que se passe-t-il en classe? Donc je vous ai parlé de l'îlot des curieux, je n'y reviens pas, mais vous allez me dire, mais que font les autres? Si tu es 5 minutes avec des élèves, mais que font les autres? Vous vous rappelez la question, de quoi parle la capsule? Le sujet de conversation est tout trouvé, ça va durer 5 à 10 minutes, les élèves vont interagir. Et là, évidemment, je vous rappelle ce que disait Vygotsky sur le fameux conflit socio-cognitif, cette interaction sociale qui est très importante. Alors voilà, allons voir dans l'îlot, au cœur de l'îlot, ce qui se passe. Et il veut marcher pour lui apporter des fleurs. Est-ce que le son, ça va? Et il dit qu'il marchera la nuit et le jour. Ce sera pareil que marcher le jour et la nuit, ce sera pareil pour lui. Et en gros, qu'il sera vieux. Ouais. Même s'il est vieux, il continuera à marcher.
Ils n'ont pas d'expression. Mais quand ils n'ont pas de sentiment, c'est une expression. C'est genre, ils sont pas mous. Ils n'ont pas de crainte, ils sont courageux, quoi. Ils n'ont pas de crainte. Mais oui, parce que sentiment, C'est le sentiment d'amour. Le S, et là, t'as dit. Ah, mais oui, tout à l'heure, c'était pas sur le même. Ah oui, oui, du coup, pas en France. Alors, titre. Il construit, Gilgamesh, il convoque les forgerons, les orfèvres et les scieurs pour qu'ils construisent une grande statue d'Enkidu en or et en lapis lazuli. Voilà, un échange, donc quelquefois des erreurs, bien sûr, c'est ce qui était intéressant. Et ensuite, donc, après cette interaction, arrive le moment tant attendu par les élèves, et c'est ça la difficulté de la classe inversée, hein. C'est avoir une idée tous les jours. Une idée pourquoi? Pour créer cette fameuse tâche complexe. Cette tâche complexe, je rappelle sa définition, c'est résoudre en fait un problème et le mettre, ce problème, donc évidemment une notion par exemple, dans une situation concrète. On va voir des exemples. On va tenter de résoudre donc cette notion. Par exemple, essayer de voir, par rapport à la capsule de tout à l'heure sur l'impératif, essayer de voir un petit peu ce qu'on veut nous démontrer à travers cette capsule. On a vu qu'il y avait plusieurs catégories. Et donc l'idée, c'est de les mettre dans une situation concrète. On met à disposition des élèves des ressources. Alors ça peut être un dictionnaire papier, par exemple, pourquoi pas. Ça peut être d'autres textes, ça peut être une vidéo. Et puis des ressources internes, bien entendu, parce qu'on s'appuie toujours sur des prérequis. Alors voici un exemple. Voici un exemple. Donc là, dans le protocole, toujours pareil, le même rituel. Les élèves le savent. Dès que le bandeau rouge apparaît, c'est le départ de la tâche complexe, qui va durer entre 15 et 20 minutes. Donc ici, un correspondant anglais. Donc on l'a vu, on a vu l'interaction avec les élèves de 4e qui travaillaient sur Demain des lobes, qui avaient vu une capsule. Et voici la tâche que je leur ai donnée ce jour-là. Votre correspondant anglais doit faire un exposé en français sur le poème, le fameux poème de Victor Hugo, et il vous écrit ce SMS. Je ne sais pas s'il va patienter une semaine. Donc c'est ça l'idée, c'est de rentrer tout de suite dans la tâche, hein, de faire en sorte que les élèves soient complètement dans cette tâche. Et dans la phase d'interaction, souvent maintenant ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient d'anticiper. Qu'est-ce qu'elle va nous donner aujourd'hui? Qu'est-ce qui sera noté sur le fameux bandeau rouge? Et ça, c'est vrai que ça crée de l'émulation, en tout cas, dans la classe. Autre exemple, alors le fameux impératif tout à l'heure. Voici la tâche complexe qui correspondait ce jour-là. J'avais imprimé sur des feuilles A3, vous le verrez, ce plan de maison. Alors on ne voit pas, c'est pas forcément très clair sur la vidéo, sur l'image, mais il y a une télécommande sur la table du salon, il y a un four évidemment. Et puis la fameuse tâche. Paul, 6 ans, ses parents doivent s'absenter, mais ils ont peur de laisser leur fils tout seul. La maison est pleine de dangers, aide-les. Voyez-vous, la tâche complexe, ce n'est pas tout à fait une consigne. L'idée, c'est que les élèves comprennent ce qu'il y a à faire, puis le fassent. Et ça, c'est un peu ce que dit Carl Rogers quand il dit que le seul apprentissage en fait, qui pourrait vraiment influencer le comportement d'un individu, notamment dans un apprentissage, on peut déporter sur l'apprentissage, c'est celui qu'il découvre par lui-même, qu'il s'approprie. C'est ça qui est important. Alors ce jour-là, un plan et des post-it. Je travaille beaucoup avec des post-it, des rouges et des jaunes. Vous allez voir en image. Faut que tu le mettes. Mets-le à côté. Mets-le à côté des plans. Parce que sinon, on va plus le mettre. Avec une flèche. Une flèche quoi? On ne sait pas comment on va faire. Trop. Peut-être on va coller comme ça. On va faire par pièce. On va faire par pièce à mon avis. Qu'est-ce que vous en pensez si on fait par pièce? Ici, tu n'as pas le droit de toucher. Comme ça, trouver. Parce qu'on pense que pour les rouges, c'est ce qu'il ne peut pas faire, et pour les jaunes, ce qu'il peut faire. Oui.
En ordre après. Donc maintenant, on complète les post-it. Bah, en ordre. Oui, range ta chambre. Oui, range ta chambre tous les soirs. Où il y a le four, il faut dire ne touche pas. Oui, parce qu'ils sont brûlés quand même. Oui, voilà. Oui, mais c'était le balcon. Non, c'est pas le balcon. Mais déjà, il n'a pas le droit, je sais pas moi, d'utiliser la cuisine. Parce que c'est dangereux. Déjà, on pourrait mettre ici conseil, ne touche pas à ça. Tu vois? Mais c'est le conseil. Non, c'est pas un conseil, c'est un ordre. Voilà, la réponse d'Abdel. Non, non, ce n'est pas un conseil, c'est un ordre. Donc vous voyez, il s'appuie évidemment sur la capsule qui a donné à voir, qui n'a pas été nommée avec le mot impératif. C'est ça qui est important. On a donné à voir, on a catégorisé dans la mise en bouche, et ensuite la tâche arrive et l'activité. Et l'activité, bien sûr, c'est le moment magique où les élèves, ou pas, ça n'est pas toujours réussi non plus, mais quand ça fonctionne, c'est magique. C'est le moment où les élèves font le pont entre ce qu'ils ont vu la veille, l'échange, l'interaction qu'il y a eu donc juste avant, et la construction. Une fois qu'on a compris, eh bien maintenant on va conceptualiser. Parce que l'idée, c'est de donner à voir. Et donc on va préparer cette présentation que l'on va faire à la classe. En moyenne, on a entre 5 et 6 îlots dans la classe. Cette année, j'en ai 6 parce que j'ai 30 élèves dans la classe, plus une aide individualisée pour un élève handicapé. Donc, les élèves vont maintenant conceptualiser. Alors, voici plusieurs formes de conceptualisation. Ça veut dire qu'ils vont utiliser des outils. Alors, vous allez voir, là, il y a des outils numériques, mais tout à l'heure, on verra aussi les outils papier pour donner à voir, pour expliquer ce qu'ils ont donc compris dans leur investigation. Première étape, des enfants qui travaillent sur une correction de copie. C'est une dictée. Alors, je vous rassure, ils n'étaient pas du tout en train de corriger leur propre dictée. J'ai l'habitude, systématiquement, quand je corrige des copies à la maison, avant de les corriger, de scanner quelques échantillons. Et je me sers de ces échantillons pour animer les corrections de copies. Parce que les corrections de devoirs en classe, c'est vraiment, pour moi, ce qui pose le plus problème. C'est très difficile de le rendre interactif. Donc là, l'idée, c'est de donner des anciennes copies sur des notions identiques, évidemment, et que les élèves travaillent. Donc là, on va voir cette première phase. On profite pour voir la disposition qui est nouvelle. On expérimente ces tables depuis quelques mois. Une seule salle est équipée comme ça. Et on profite aussi de voir que l'outil numérique ici est mutualisé. Pour moi, c'est fondamental. Que ce soit un outil que l'on met au centre. Alors le protocole veut qu'il soit toujours sur un plateau à fromage, en fait, que vous connaissez peut-être, qu'on trouve dans les supermarchés, qui a la capacité de tourner. Et ça fait partie du rituel. On laisse la tablette sur le plateau et on tourne autour et on collabore pour qu'il y ait encore des échanges. Parce que, évidemment, un écran, un élève, ça coupe l'échange, forcément. Voilà, donc voici une première approche. Et là, maintenant, on va voir quelques extraits, quelques secondes d'une autre forme de conceptualisation, en dehors de la correction de copie, c'est la fameuse carte mentale, l'utilisation de la carte mentale. En 6e, sur une étude de texte. Oui, alors attends. Donc maintenant, tu marques en point fort, je gamèche. Non, pas en point fort, les points forts de tes adversaires. Oh, moi je l'ai aussi fait une écriture. T'as marqué les. Donc, en analyse de texte, les élèves ont eu une mise en bouche de présentation du texte, évidemment, mise en voix, mise en image, quelquefois apport de vocabulaire en sous-titrage. Et ensuite, les élèves doivent construire les axes de lecture ensemble. Voilà. Donc ça donne bien sûr des cartes mentales qui peuvent être faites aussi à la main. Et puis sinon, il y a aussi d'autres formes de conceptualisation. Celle-ci, que je nomme maladroitement un mandala, je ne sais pas sûr que ce soit exactement le terme,
Ça permet en fait de conceptualiser d'une manière différente. Alors par exemple là, un orthographe. Donc le principe, c'est une présentation différente. Je les donne, alors j'ai plusieurs échantillons de disques comme ça, avec des tranches différentes. Et je les donne pré-remplis. Donc il peut y avoir parfois des exemples tout seuls, pas la règle, des fois la règle, pas les exemples. Et les élèves doivent reconstituer, bien sûr, toujours pareil, en faisant le pont avec la capsule. Je vous dis ça parce que ce qui est important, c'est que quand on rentre dans la classe inversée, au départ, moi, je me suis jetée à tête corps perdu avec les cartes mentales. Sauf que je me suis rendu compte assez vite que ce n'était pas forcément un schéma d'organisation adapté à tous. Donc l'idée, c'était de varier les approches. Et des enfants aussi utilisent un tableau, tout simplement, pour classer. Il y en a d'autres aussi qui font ça. C'est-à-dire que là, pour une analyse de texte, ils sont allés chercher les post-it qui sont à disposition, toujours dans mon sac, et les élèves marquent des indices de texte, les collent sur la porte. Jamais j'aurais imaginé un jour que la porte ferait partie de mon enseignement. C'est incroyable. Donc, vous voyez, la forme scolaire, elle a évolué, alors sans que je n'étais pas du tout formée. Maintenant, bien sûr, je suis les travaux de Vincent, mais la forme a évolué en fonction petit à petit de la pratique. Et ce sont les élèves aussi qui la font bouger, cette forme scolaire. Alors, parlons maintenant de la collaboration et la coopération. Les tâches, vous avez vu pour l'instant, elles sont toutes collaboratives. Sauf que, quand Madame Bizot-Becchetti, il y a maintenant quelques années, me dit « Marie, il faudrait maintenant porter une évaluation sur votre dispositif, essayons ensemble de mettre quelques indicateurs assez fiables qui permettent de voir, alors peut-être pas l'efficacité, parce que le mot est ambitieux, mais essayons de voir les plus-values. » Alors on a mis en place des choses très simples, comme par exemple chronométrer le temps de la mise en activité en classe. On a essayé aussi de mettre en place des mesures sur le temps de parole de certains élèves. On a pris des échantillons d'élèves, puis on a fait des analyses qualitatives. Et là, on s'est rendu compte que j'ai eu des retours au départ très négatifs de la part notamment des meilleurs élèves. Alors sur le coup, évidemment, quand vous êtes à tête baissée dans une démarche, vous le prenez très mal. C'est une remise en question. Et en fait, en analysant, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'ils essayaient de me faire passer comme message. Et le message, il était clair, et je ne l'avais pas vu. Et c'est tout simplement que lorsqu'on est en collaboration ou en coopération, enfin en coopération un peu moins, mais en collaboration, eh bien, les meilleurs élèves souffrent de ne plus être mis en lumière, voyez-vous. Et parce que le travail, c'est le groupe, c'est plus le jeune. Et évidemment, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais oui, c'est évident. Même si les îlots sont tous les jours remaniés. Moi, j'ai un système de tirage au sort. À chaque cycle de classe inversée, les élèves sont disposés de manière aléatoire par un logiciel dans les îlots. Cependant, j'avais quand même des retours négatifs. Et du coup, j'ai mis en place le même système, mais cette fois-ci avec des plans de travail individualisés, avec des tâches complexes individualisées qui prennent donc cette forme. Vous voyez, il y a des QR codes avec des ressources également. Ça a été un gros travail, à chaque fois. Alors du coup, maintenant, j'alterne des séquences collaboratives, des séquences où on va être dans la coopération, puis des séquences où on est dans l'individualisation. La phase, l'avant-dernière, la dernière du temps de classe, donc elle va prendre le quart d'heure qui reste, c'est la mise en commun. C'est juste avant la sonnerie. On va tirer au sort un rapporteur dans chacun des îlots. Enfin, c'est pas moi, c'est la machine qui le fait. Et le jeune qui est tiré au sort va donner à voir l'investigation, donc le fruit des investigations du groupe. Donc là, l'on fait sous format papier, j'ai fait une photo et j'ai projeté. C'est sur une analyse de texte. L'auteur décrit Sherlock Holmes étant précis. Dans le deuxième axe, on a mis les actions qu'il fait. Donc on n'entend pas trop, c'est ça? Ah oui. Donc dans le point commun, on a mis qu'il utilisait des verbes d'action. Et l'auteur nous fait comprendre que Sherlock est très actif.
Alors, c'est un temps calme. Après l'effervescence, quelquefois on parle du bruit de machine à laver, bon, pas juste, on ne va pas jusque-là, mais l'effervescence de la collaboration, on va retrouver un temps calme. Ça aussi, c'est important, hein, d'alterner des moments un peu plus calmes où on est plus recentré. Et là, évidemment, mon rôle est fondamental. Je vais laisser la parole à ces groupes, mais je vais aussi négocier, corriger, compléter. Et on va se mettre d'accord, avant que la sonnerie retentisse, pardon, on va se mettre d'accord sur une trace commune. La forme de la trace commune, déjà. Est-ce que ça sera une carte mentale? Est-ce que ça sera un texte? Est-ce que ça sera un mandala? Pourquoi pas? Et cette carte, cette trace, c'est moi qui me charge de la mettre en ligne. C'est-à-dire que là, au moment où, après la mise en commun, après la correction, eh bien, là, les élèves quittent la salle et ils n'ont pas mis la trace écrite dans leur cahier. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit, hein, par rapport au gain. Donc je le fais, je le mets en ligne, ou je la donne directement, format papier, je la fais passer dans la journée aux délégués de classe pour les enfants qui n'ont pas le numérique. Alors évidemment, j'ai l'habitude d'utiliser, j'ai pas beaucoup d'outils, hein. J'utilise un ou deux outils, pas plus. Je ne suis pas dans la multiplication des outils, ça ne sert à rien. Il vaut mieux en avoir un qu'on maîtrise bien, qu'on sait gérer et qui permet d'aller assez vite. Donc ça peut être Word, ça peut être peu importe, hein, l'idée. Et je mets donc ceci sur le site. Et les élèves, ça fait partie donc du protocole, ils vont le recopier. Ça, c'est obligatoire. Si la trace écrite n'est pas recopiée, de toute façon, je le vérifie systématiquement, hein, dès le début de l'heure. Si la trace écrite n'est pas recopiée, je donne comme instruction aux enfants d'aller au bar et d'aller le faire, parce que ça fait partie du travail. Donc les élèves vont le faire et reviennent, ensuite je vérifie. Et on arrive à la dernière partie, le chef-d'œuvre. Donc voilà. Donc le chef-d'œuvre, ben, c'est la tâche finale. C'est évaluer ou pas. Ça peut être numérique ou pas. Ça peut être collectif ou pas. Mais c'est chef-d'œuvre toujours. Chef-d'œuvre toujours parce que on a, avec les élèves, on a un petit jardin secret. C'est notre cahier des chefs-d'œuvre. C'est un blog secret. Seuls les parents y ont accès. Mais on met tout, absolument tout, ce qui a été produit en classe. Et donc les élèves, évidemment, ont une vision très précise de ce qu'ils ont produit. C'est important aussi de voir, de laisser des traces de son passage sur une année scolaire. Dans un cahier, bon, dans les feuilles, les copies, ça se perd. Là, tout est mis en ligne. Et de temps en temps, on regarde en classe et on fait un petit retour en arrière et on est assez fiers de ce qu'ils ont produit. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai le temps pour montrer un ou deux chefs-d'œuvre. Alors je vais vous laisser le choix du théâtre, de l'écrit, est-ce que vous voulez, ou de l'orthographe, au choix, parce que je pense que je n'aurai pas le temps de tout montrer. Le théâtre? Le théâtre? Oui, ok. Alors le théâtre, c'est un chef-d'œuvre un peu particulier. On a travaillé le CID l'année dernière dans une classe de 4e. Et les élèves devaient, vous vous en doutez, mémoriser du texte. Voilà ce que ça a donné. Ils l'ont fait à tour de rôle dans le couloir. Ils y allaient à tour de rôle et ils ont enregistré. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir un jour flétrir tant de lauriers? Ce jeune cavalier, cet amant que je donne, je l'aime. Mets la main sur mon cœur et voir comme il se trouble au nom de son vainqueur, comme il le reconnaît. Il m'en souvient si bien que j'épandrai mon sang avant que je m'abaisse à démentir mon rang. Ainsi votre raison n'est pas raison pour moi. Vous parlez en soldat, je dois agir en roi. Et quoi qu'on veuille croire, et quoi qu'il ose dire, le comte, à m'obéir, ne peut perdre sa gloire. Voilà. Voilà, et donc, bon, pour vous montrer quand même un autre exemple en image, un chef-d'œuvre collaboratif, celui-ci, en image uniquement, c'est l'écriture de poèmes à partir d'une mise en bouche vidéo
avec une mission où il fallait écrire un poème d'amour à un petit Louis qui avait 8 ans et qui était amoureux d'une magnifique jeune fille qui malheureusement l'ignorait. J'ai demandé aux élèves d'aider le petit Louis et d'écrire un poème d'amour dans la séquence Dire l'amour en 4e. Et on s'est emparé, moi j'aime beaucoup travailler sur les différents types de supports d'écriture, et on s'est emparé des vitres avec des stylos adaptés, bien sûr, à vous en doutez. Voilà. Et sinon, la classe inversée, c'est de la communication. Voilà, ça c'est, je voudrais terminer juste là-dessus. Communiquer. Parce que pendant 20 ans, on ne m'a jamais demandé, quand je faisais un cours dialogué, si c'était efficace ce que je faisais. Jamais personne. Même quand on reçoit un inspecteur, l'inspecteur ne vous pose jamais la question. Enfin, peut-être qu'ici, il y a des inspecteurs, ils vont me démentir. Mais moi, on ne m'a jamais dit, c'est efficace, Madame Soulier, ce que vous faites. Eh bien, figurez-vous que le jour où j'ai commencé à inverser, là, on m'a posé des questions. Les collègues, déjà, dans la salle des profs. C'est efficace ce que tu fais, Marie. Les élèves aussi, de temps en temps, je vous l'ai dit. Les parents. Alors, j'ai ma petite botte secrète. Pour les parents, je leur fais une surprise. Et je les invite, avec les enfants, bien sûr, qui sont complices, à une séance de classe inversée le soir. Je vais vous montrer, et je promis, je finis là-dessus, parce que les 8 secondes sont passées depuis longtemps. Ce jour-là, les élèves ont écrit une nouvelle fantastique. On a collaboré avec un collègue de musique dans l'académie qui a fait la mise en son, et on a écrit une histoire à tiroir. Sauf qu'on n'avait pas écrit la fin. On réservait la fin pour les parents, mais ils ne le savaient pas. On leur a donné rendez-vous le soir en leur disant « Venez voir les magnifiques chefs-d'œuvre de vos enfants ». Et quand ils sont rentrés dans la salle, qu'ils ont vu des îlots, qu'ils ont vu une tablette, ils se sont dit « Aïe, aïe, aïe ». Et voici ce que ça donne. Voilà, ça fait 8 ans que je suis au collège Daniel Argote. Si je l'ai détesté, ce collège, aujourd'hui, je le bénis, parce que grâce à ces enfants, je suis ici devant vous et je vous remercie de votre attention.